Pour connaître nos droits et les faire valoir, informons-nous sur conseilnational.fr. Menaçants, ils veulent dénaturer l'être humain, mais se heurtent à la réalité biologique du corps. Alors il y a plusieurs réponses possibles, évidemment. Les transhumanistes, oui, j'accepte aussi. Les transgenres, non, pas les transformistes. Ça, c'est du spectacle et c'est aucunement dangereux. Bonsoir et bienvenue dans La France Libre, une émission du Conseil national de transition français, canal historique, avec Jean-Pierre qui nous fait l'honneur ce soir, Iota, Philippe et vous également, messieurs, dames. Soyez les bienvenus. Bonsoir. Bonjour à tous. Philippe qui vaille. Alors voilà, donc aujourd'hui on est encore très chanceux les uns et les autres, et aussi bien ceux présents sur cette mosaïque que ceux qui nous écoutent, puisque nous avons la présence de Iota, qui est notre spécialiste de la Grèce antique et de la démocratie attachée à la Grèce antique du temps d'Athènes, Athènes antique. Donc voilà, donc c'est un vrai bonheur de pouvoir développer un thème avec elle ce soir. On va essayer de prendre un peu plus de temps, de laisser moins de temps à l'actualité pour lui laisser plus de temps à elle. On n'hésitera pas à lui poser des questions parce que je pense qu'il y a beaucoup de questions posées, y compris quand on a lu son livre et qu'on a envie de savoir plein de choses. Donc, je rappelle le titre du livre, La démocratie assassinée d'Ephialtis. Donc, voici la première page, voilà. La démocratie assassinée d'Ephialtis. Ephialtis étant le nom d'une personne peu connue, mais c'est l'inconnu le plus célèbre du monde. Et pour savoir pourquoi, il faut lire le livre. Voilà. Et je suis sûr que si jamais nos auditeurs ont des questions, eh bien ils peuvent te les poser, Iota, sur YouTube, en bas de l'émission, et tu te feras un plaisir de répondre, évidemment. Allez, on attaque directement avec le sujet. Donc, on va réviser ce soir la justice du temps de la démocratie à Athènes. Je viens de te dessiner un boulevard. À moi ou à Philippe? Ah non, à toi dans un premier temps. Alors, bon, on commence par le début. Donc, la démocratie athénienne avait séparé le domaine de la justice en laissant la justice pénale, donc tout ce qui était meurtre familial, religieux et tout ça, à la Cour suprême. Et l'autre partie, qui était les tribunaux de Iliéas, était organisée uniquement pour les contrôles des mandataires. Iota, à cette étape déjà, on est à quelle année et est-ce qu'on est déjà dans la démocratie ou c'est simplement une époque préalable à la démocratie, ça? On est en moins 462, donc quand Ephialtis et le peuple ont pris les trois pouvoirs. Ouais. Et on est à ce moment-là, on est au début, après son assassinat, un an après, ils nous ont mis Périclès. Donc on est déjà dans Dans la le démocratie. cycle de Périclès, les 30 ans de Périclès. Mais bon, le domaine de la justice a fonctionné de cette manière jusqu'à la fin de la démocratie en 322 avant Jésus-Christ, avec l'avènement de Alexandre le Grand. Donc la Et justice. il y avait déjà eu des approches par rapport à la justice et par rapport au droit, avec Solon notamment, et on pourra peut-être aussi parler d'un prédécesseur, sachant que les choses ne se sont pas toutes passées du jour au lendemain. Comment est-ce qu'on peut parler de la période qui a précédé celle de la période démocratique? C'est-à-dire que ce qui a renforcé le peuple, et ce que Solon avait compris en l'an 600 avant Jésus-Christ, c'est que le domaine de la justice, il fallait que le peuple y participe, il fallait que les citoyens y participent. Les citoyens, je ne devrais pas utiliser ce mot-là parce qu'à l'époque de Solon, ils étaient toujours esclaves, des esclaves de la Grèce, pas s'imaginer uniquement des esclaves qui viennent d'autres contrées. Donc les Grecs étaient esclaves et donc c'est par la justice que Solon a commencé à éduquer le citoyen, si vous voulez, à lui dire et lui faire comprendre que s'il veut aboutir à quelques lois ou à quelques idées qu'il pourrait proposer dans sa communauté, c'est par la justice que il était le plus probable d'y arriver. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Solon a obligé les oligarques à recevoir la participation du peuple de, de,
de cette époque-là a décidé donc que les citoyens participaient. Sous Clystènis, où s'organise la mairie, c'est-à-dire une petite centaine d'années après, où s'organisent les mairies. Là aussi, les citoyens, puisque à partir du moment où ils appliquent l'organisme de la justice et qu'ils deviennent juges et qu'ils sont jugés, ça continue sous Clystènis, donc les jugements se faisaient déjà, ont continué à se faire ainsi sous Clystènis. Sous Clystènis, évidemment, on a mis l'emphase, la chose la plus importante, c'était de couper l'hérédité du pouvoir que les oligarques avaient et d'essayer de recréer encore une plus grande participation du peuple à des organismes de l'État. Et donc, Alors, Clystènis instaure les mairies tout en continuant la justice. Oui, Philippe. alors oui, simplement pour déjà dire que instaurer les mairies, c'est rentrer dans un terme qui en français déjà a un sens très précis, hein. Une mairie, c'est un bâtiment dans lequel se réunissent les citoyens. Ou bien c'est l'ensemble des citoyens. On pourrait parler de commune en fait. Est-ce que je définis bien les choses? Oui, Aujourd'hui en français, hein, je parle. Hein. Donc quand on parle de mairie, c'est pas une transposition d'un mot grec, c'est vraiment l'idée de la mairie telle qu'on la connaît aujourd'hui. oui, On est d'accord là-dessus. Et la donc commune aussi. et C'est-à-dire voilà. Et que la mairie, au départ, c'était pour recenser la population, au départ, mais oui. c'était aussi une stratégie que Clystènis a appliquée. Ça veut dire qu'on ne dépendait plus de sa famille on n'était plus descendant de sa famille, on dépendait plus que de la mairie. Et donc, c'est le moment où le mot citoyen a apparu. Et c'est ainsi que les habitants à cette époque-là qui allaient s'inscrire à la mairie devenaient automatiquement des citoyens. Alors on peut à cet endroit-là aussi établir, à mon sens, deux comparaisons. La première, c'est avec la Suisse moderne, qui fait apparaître l'appartenance politique de telle personne à non pas sa famille, mais au lieu de naissance, d'origine de sa famille. Voilà. On est un peu dans la même logique que la Grèce antique. Et puis je voudrais aussi tirer un autre parallèle avec le XIIIe siècle européen, et notamment en Angleterre, où est apparu ce qu'on a appelé la Magna Carta, c'est-à-dire un document écrit par lequel, eh bien, tout simplement, un certain nombre alors c'est pas des citoyens justement, mais un certain nombre de nobles anglais prenaient un certain nombre de droits qu'ils n'avaient pas et qu'ils ont exigé du roi parce que tout simplement le roi s'était pris une sévère branlée en France avec la bataille de Bouvines avec Philippe Auguste, pardon. Et que ce roi avait perdu de sa superbe et que les nobles barons, c'était des barons, hein, anglais donc, ont été chercher auprès de lui une nouvelle réglementation, l'acceptation d'une nouvelle réglementation dans laquelle les barons avaient un petit peu le partage du pouvoir, quoi. On a interprété ça comme la démocratie anglaise, mais on est assez loin de ce que tu viens de nous présenter, puisque en l'occurrence, ce sont les citoyens qui ont pris le pouvoir au travers notamment de la justice, enfin de tout ce qui est l'exercice de la justice. Et ça, c'est complètement différent entre des citoyens d'un côté et des barons de l'autre en Occident. Au XIIIe siècle après Jésus-Christ, cette Magna Carta ne se veut pas l'expression d'une démocratie, c'est-à-dire démos, la mairie, comme tu l'as dit hein, une fois, et j'ai plaisir à trouver l'étymologie du mot démocratie, c'est démos, la mairie, et Kratos, c'est l'État, si je me trompe, je parle sous ton contrôle. Donc on est bien là-dedans, alors que dans le cas de la Magna Carta, on n'y est pas du tout. On ne peut pas, Philippe, parce qu'à partir du moment où on a un représentant ou, ou qu'une certaine démocratie soit dirigée par des dirigeants politiques ou des rois ou n'importe qui, ben on ne parle pas de démocratie, tout simplement. On parle d'une utilisation de certains moyens démocratiques pour attirer les mouches, comme on dit, mais on ne peut pas parler vraiment de démocratie. Comme je vous ai déjà parlé et dit plusieurs fois, en démocratie, la représentation est totalement interdite. On peut dire qu'aujourd'hui, en fait, nous ne sommes pas des citoyens puisque nous ne sommes pas dans une vraie démocratie.
Non, absolument, Sylvain, on ne peut pas se considérer comme être citoyen, on n'a aucune souveraineté, puisque nous l'avons délégué à nos représentants. Et donc, avec le système de l'élection, il est quasi impossible, à moins, comme je le dis encore et toujours dans l'émission, c'est d'appliquer un maximum de contrôle, ce qui nous permettrait de garder notre souveraineté, mais comme ça ne se fait pas, eh bien, on ne peut pas parler aujourd'hui de citoyens. D'accord. Nous sommes des résidents, nous sommes des simples résidents dans chaque pays. En même temps, ça sonne mieux. Résident de la France, résident de la Belgique, plutôt que citoyen français. J'ai une petite réticence quand même, hein. En même temps, c'est vrai, on n'est pas en démocratie, alors pourquoi dire citoyen? Un résident, c'est un Euh, terme, oui, dépourvu de toute puissance politique, quoi. Citoyen, c'est un terme pourvu de la puissance politique de l'être humain, quoi. Et Sylvain, pour répondre à ta question, eh bien oui, c'est vrai qu'on pourrait être résident de toute la planète, mais en ayant des droits et un regard et des contrôles sur eux quand même. Donc à partir du moment où on n'a pas ça, que ce soit dans un pays qui paraît un petit peu patriotique, si tu veux, de dire je suis citoyen de ma patrie, mais en fait en faisant ça, il faut se dire qu'à l'époque des Athéniens, il y avait des guerres barbares, il y avait les Perses, il y avait des guerres tout le temps, donc il fallait sauver son territoire d'une manière ou d'une autre, on n'avait pas le choix. Et donc cette notion de patriotisme et de citoyen, c'est pour ça qu'elle prend naissance, que ce mot politisch et citoyen, c'est à ce moment-là que prend naissance ce mot, puisqu'on a toute l'action derrière. Aujourd'hui, on n'a pas, on n'a que nos représentants, et donc nous n'avons aucune souveraineté, même patriotique ou quoi qu'elle soit d'autre. Jean-Pierre, tu voulais dire quelque chose? Oui, alors je voulais dire quelque chose et je voulais poser une question à Iota. Alors, ce que je voulais dire, c'est que pour ma part, je ne me considère pas comme citoyen de la République ni comme propriété de la République. Je me considère comme citoyen du peuple français qui fait ce qu'il peut pour s'autoriser le droit d'exister et qui, faisant ce qu'il peut, agit noblement. Voilà. Alors déjà, je suis citoyen. Peut-être n'avons-nous pas beaucoup les moyens d'être des citoyens, surtout dans la République. Mais moi, je ne me considère pas comme étant un enfant de la République. Je me considère comme étant un enfant de mon peuple et un enfant de l'univers. Et à ce sujet, comme nous avons quand même la parole, nous avons un petit peu de citoyenneté, un petit bout. Bon, alors ça, c'est mon point de vue. Et puis, je voulais poser une question à Iota. Le mot justice, est-ce que tu pourrais nous définir comment il s'exprimait en grec ancien et quels étaient tous ses tenants et ses aboutissants? Alors, le mot justice, c'est le mot dikaiosini, donc la justice, de laquelle dikaiosini ressort le dikeo, c'est-à-dire le droit, donc la connaissance et l'acceptation de ces droits. Et donc, il y a bien sûr, Jean-Pierre, plusieurs justices. Il y a la justice de la démocratie, il y a la justice pénale qui appartient à des juges spécialisés ou à des rois ou plutôt à l'oligarchie, disons. Et puis, il y a la justice divine quand même, toujours, de laquelle on ne peut pas se séparer. Enfin, pour ceux qui croient au divin et à l'éternel, hein, parce que évidemment ceux qui n'y croient pas, la justice divine, pour eux, c'est quelque chose qui n'existe pas. Enfin, moi, j'y crois et je sais qu'elle existe. Alors, pour ceux qui ne croient pas à l'esprit divin, il y a une loi qui est mathématique, c'est la loi du retour, hein. Oui, Ça passe par nos corps, ce que nous faisons aux autres. oui. Mais comme je dis, Jean-Pierre, comme je prends beaucoup d'avions dans ma vie, c'est toujours quand l'avion commence à tomber que tout le monde fait sa croix. Et donc, c'est là qu'on prend conscience si on pense à l'au-delà ou pas.
Bah, c'est intéressant ce que tu dis comme exemple. Effectivement, c'est dans des situations extrêmes que la ligne de partage se fait, quoi, dans le cerveau, tout simplement, de chacun d'entre nous, hein, en dehors de toute considération politique ou autre. C'est quelque chose de très personnel. Quand l'avion tombe, on sait si on est croyant ou si on est athée. On le sait, mais dans la demi-seconde qui suit, quoi, la prise de conscience que l'avion est en train de tomber. Et donc, on va par la même bientôt quitter ce monde. C'est à ce moment-là, effectivement, que les choses se révèlent. Alors, je voudrais simplement poser moi aussi une question. Pourquoi commencer par la justice, qui est un des trois pouvoirs, hein, comme nous le savons tous? Il y a la justice, évidemment, plus le législatif, plus l'exécutif. Qu'est-ce qui fait qu'il est nécessaire de commencer par la justice pour que les choses changent? Alors, ça, nous le devons au sage Solon, qui lui, comme c'est un des 7 sages qui a écrit les 147 commandements de Delphes, c'était donc un homme très très sage. Et comme il venait de l'oligarchie aussi et qu'il connaissait très bien l'oligarchie, à mon avis, il a pensé que le seul pouvoir dont l'oligarchie aurait des situations dans lesquelles elle pourrait avoir peur du peuple, c'était dans la situation de la justice. Et ça s'est avéré vrai, puisque Ephialtis a fait donc cette révolution judiciaire pendant 20 ans, une petite vingtaine d'années, et a quand même réussi à soutirer les pouvoirs de l'oligarchie et à les garder pour le peuple. Donc, ça voulait dire que notre sage Solon, il avait très bien calculé parce que s'il commençait par le législatif, par exemple, c'est sûr que l'oligarchie n'aurait pas laissé passer le peuple pour proposer des lois et participer à la création des lois de la Constitution et tout ça. Et l'exécutif, évidemment, c'était encore plus difficile parce que pour avoir l'exécutif, il faut avoir le judiciaire. Et donc, ça a donc été une expérience qui a mené à quelque chose de très très bien, qui a mené en tout cas à la liberté du peuple athénien à ce moment-là. Et ça a été prouvé que c'était la bonne recette. Donc c'est un petit peu ce que je suis aussi d'ailleurs moi dans l'après-livre, si vous voulez, dans les actions que je veux réaliser pour arriver vers plus de démocratie. Et donc, la justice, évidemment, maintenant, il faut étudier, lire le livre et étudier la justice. On ne parle pas d'une justice qui nous serait appliquée tous les jours à nous. La justice de la démocratie, c'était pour contrôler tous les mandataires. Et tous les mandataires étaient contrôlés tous les 36 mois, tous les 36 jours, étaient contrôlés à l'entrée de leur mandat, au milieu de leur mandat, à la sortie de leur mandat. Et ils avaient soit des couronnes de laurier, soit des amendes. Quand ils avaient dommagé le public, eh bien, ce qu'ils avaient dommagé au public, ils devaient le rendre. Donc, la justice, on dirait, la justice en démocratie, c'est plus un organe qui fonctionne comme un organe de contrôle des organismes qui ne s'occuperaient que de contrôle. Et ça, on pourrait le créer aujourd'hui, on pourrait créer dans tous les pays, on pourrait créer un organe qui ne s'occuperait, donc à l'époque, ils étaient composés de comptables, d'avocats qui n'en étaient pas, puisqu'on ne pouvait pas avoir le droit d'exercer le travail d'avocat. Mais donc, c'était toute une série de gens qui étaient des citoyens, évidemment tirés au sort, toujours, et qui étaient l'organisme de la justice. Il fallait le passer pour continuer. Si on ne le passait pas, il n'y avait aucune solution pour continuer, ni si on connaissait un tel ou un tel. Donc, Quelle était leur façon de communiquer à cette époque-là? Est-ce qu'il y avait des personnes qui étaient attachées justement à la communication et qui allaient dépêcher les autres? Peut-on imaginer une façon, justement, un mode opératoire? ça se faisait de bouche à oreille D'accord. et par petites plaquettes ou gravées sur des pots de terre en cuite, des pots de terre cuites. Hmm.
et des choses comme ça. Mais apparemment, Sylvain, ils avaient les moyens de s'énumérer et de... le groupe journalistique fonctionnait très très bien. Il y avait donc un quatrième pouvoir déjà en place à ce moment-là. Alors, on peut s'imaginer le placardage des élections aujourd'hui. Eh bien, à l'époque, il faut s'imaginer du placardage partout. Simplement que c'était des pierres gravées et donc c'était peut-être plus joli et moins polluant Ouais, les moyens de l'époque, évidemment. que ce que c'est aujourd'hui. Mais enfin, ils avaient le devoir et le droit d'exposer les lois, d'exposer toutes les propositions, de les exposer publiquement, ce qui a fait évoluer l'art aussi en Grèce, évidemment, puisque eh ben, des graveurs, il y en avait partout dans la ville. Donc voilà. Donc il y avait des moyens de s'informer, et puis le bouche à oreille, Sylvain, qui est et puis le marathon, hein, notre Philippides, il devait y en avoir des milliers qui partaient de village en village, qui couraient pour aller informer les voisins. Et donc ça se passait à pied, en bateau, en âne, en cheval et parfois même en éléphant. Je plaisante, évidemment. Eh oui, oui, parce que là, on n'avait pas encore découvert l'éléphant, si je puis dire. Il fallait attendre Oh, la Hannibal. démocratie, oui. Il fallait attendre Hannibal, pas le romain, mais l'autre. Donc, juste une chose quand même, d'un point de vue strictement pratique que vient d'évoquer fort justement Sylvain, qu'en était-il des archives de la justice? Qu'en était-il des jurisprudences? Qu'en était-il de cette gestion qui suppose la gestion justement de documents écrits extrêmement précis, ou alors est-ce que tout était oral et une fois que la sentence était tombée, on oubliait tout? Non, on n'oubliait pas tout. La sentence était orale. Mais il faut vous imaginer que tout fonctionnait bien dans ce système démocratique. Toute l'information passait partout. Donc, j'ai perdu une de tes questions, Philippe. Oui, oui, je voulais juste savoir si on conservait des documents écrits, des archives, les jurisprudences, ou bien est-ce qu'on oubliait Voilà. tout et qu'on recommençait à chaque jugement? Mais la jurisprudence n'était pas nécessaire à cette époque-là, sauf s'ils avaient un sujet de guerre ou qui dépassait le national, hein, qui dépassait les frontières de la ville-État. Donc la jurisprudence se faisait à ce moment-là en utilisant les alliés, en faisant participer les alliés, mais elle n'était pas tellement utilisée puisque dans la démocratie, les lois étaient bien définies et donc chaque citoyen savait très bien ce qu'il devait faire. Et quant aux écrits, eh bien, on a des écrits évidemment de plusieurs philosophes, hein, qui nous ont laissé des passages de certains tribunaux de l'époque, de ceux qui avaient très bien réussi comme Périclès ou de ceux qui avaient un peu raté, c'est-à-dire qu'ils avaient spolié un petit peu le public. Les- ce, ce qui se fait comme aujourd'hui d'ailleurs, sauf que évidemment ça se faisait à une toute petite dose à l'époque, mais ça arrivait quand même de temps en temps. Donc, la justice, comme elle était rendue par les citoyens, et que il faut quand même que je vous rappelle que il y avait 6 000 juges qui étaient tirés au sort par an. Donc, ils devaient faire un mandat d'1 an. Il y avait 6 000 juges qui étaient tirés au sort. C'était 600 juges par tribu. On part du principe qu'il y avait 10 fratries, 10 grandes fratries à atteindre et que ces 10 grandes fratries étaient représentées par 600 juges qui, eux, étaient tirés au sort pour 1 an. Donc, on a du peuple pour décider si quelqu'un a spolié l'État ou s'il a volé ou s'il a trafiqué les ordonnances de l'Assemblée du peuple ou des conseillers, des 500 conseillers.
Et donc, oui, Philippe, on a quand même pas mal de preuves. On a réussi à monter le fonctionnement du système à cause de toutes ces preuves-là, finalement. D'accord. Bon, ben, on t'a beaucoup interrompu. Alors peut-être encore une question de la part de Jean-Pierre. Alors oui, j'ai entendu dire que les mandataires, soit ils recevaient une couronne de laurier, soit ils étaient tenus d'indemniser ce qu'ils avaient lésé ou ce qu'ils avaient spolié l'État ou le Oui, peuple. oui. Donc c'est plutôt une justice restaurative où on leur demande de réparer le tort qu'ils ont commis à autrui et donc à la population en général. Et laurier, alors laurier, ça m'amuse parce qu'en langage des oiseaux, on dit l'or y est. C'est-à-dire qu'on reconnaît que quelqu'un a eu de l'or dans le cœur et dans les mains et a fait correctement son boulot. Donc on lui offre du laurier. Voilà. Et alors voilà, je voulais insister sur cette justice restaurative qui est une notion nouvelle dans notre société où on punit, où on récompense, mais on ne pense pas à restaurer à la fois l'individu qui a commis un méfait et la société en général. Et Non, ça non, reste. Jean-Pierre, c'était parce que, étant donné que les participants à l'organisme de l'État n'avaient qu'un mandat d'1 an, s'ils ne rendaient pas des comptes exacts, le suivant qui allait entrer ne pourrait pas continuer le travail. Et tous les travaux qu'ils ont faits à l'époque, c'était des travaux qui duraient des années. Ils ne pouvaient pas, aucun mandataire ne pouvait finir un travail durant 1 année, c'était presque impossible. Donc, on demandait aux mandataires, en passant dans l'organisme de contrôle qui est la justice, on leur demandait ce qu'ils avaient fait avant et ce qu'ils ont fait pendant leur mandat et comment, en définitive, s'ils doivent de l'argent, comment le suivant peut continuer. C'était impossible. Donc, il était important de bien tenir son mandat. Et pourquoi on recevait des lauriers? Eh bien, justement parce que on a libéré la place pour le suivant sans aucun dégât. Ça veut dire que le suivant reprend le mandat et qu'il continue les choses. Et c'est comme ça qu'ils ont construit l'acropole durant 8 ans avec des mandataires qui changeaient tous les ans. Sauf Périclès, évidemment, qui lui avait les faveurs pour finir des démocrates parce qu'il s'est conduit comme un démocrate. Il n'a jamais pris une décision tout seul. Il la prenait, il faisait la proposition à l'APNICA, donc à l'Assemblée du peuple, et sa proposition était votée. Donc chaque fois, chaque année, Périclès était revoté durant 30 ans. Merci D'accord. Yota pour la précision. Nous avons un petit peu de boulot, un petit peu de pain sur la planche, me semble-t-il, dans notre monde. Non, Jean-Pierre, ça va se faciliter à partir du moment où on quitte l'esprit d'organisation oligarchique et qu'on intègre le fonctionnel de la démocratie. À un moment donné, il va y avoir un déclic et tout va se faire très facilement. On a l'impression que c'est un petit peu difficile au départ parce qu'on n'a pas connaissance de ce fonctionnement et de comment ça peut fonctionner, puisque l'oligarchie, ça fait quand même 2500 ans qu'elle nous tape dans les oreilles on ne peut pas se gérer nous-mêmes, qu'on est incapable, qu'il nous faut des aristocrates. Et voilà, eh ben voilà, on en arrive avec des aristocrates à ce à quoi on est aujourd'hui, ce à quoi nous ne serions pas, en tout cas déjà pour les finances et la justice, en démocratie. Voilà. D'autres questions? On va te laisser continuer, mais ces précisions, je pense, c'était important de les apporter au fur et à mesure que tu parles pour éviter d'accumuler les questions à la fin. Et sauf si tu nous demandes de faire autrement, mais on va continuer de t'interrompre à chaque fois qu'on a l'impression d'avoir besoin de précision. Alors on te laisse Vous êtes continuer. bienvenus, les amis. En plus que chaque sujet, pardon, a besoin d'être développé justement pour que vous compreniez le fonctionnement et la possibilité de son fonctionnement.
Bien sûr, on ne va pas l'organiser comme à l'époque d'Athènes, on va le réadapter à aujourd'hui, mais il ne faut pas croire les oligarques qui vous disent que, il nous faut des aristocrates pour être gérés parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas capables. C'est totalement faux. Alors, j'ai un commentaire à faire général par rapport à ce que tu nous apprends et par rapport à la manière dont on a appris l'histoire en général, d'ailleurs, dans nos écoles républicaines françaises. Quand on posait des questions comme on t'en a posé à l'instant, bien souvent, l'enseignant était perplexe, vous n'avez pas de réponse et botté en touche. Et j'ai même entendu comme argument, je n'ai pas le temps de vous répondre parce que le programme est tellement serré qu'on n'a pas de temps pour faire poser des questions digressives, on va dire ça comme ça. Alors que c'était pas des questions digressives, c'était des questions à mon sens essentielles, mais auxquelles l'enseignant préférait ne pas répondre ou n'avait tout simplement pas la réponse dans son manuel. Avec Kyota, à chaque fois qu'on pose une question, on a la réponse et on a l'impression de vivre les choses comme si nous y étions. Donc, merci à toi et on te laisse continuer. Merci les amis. Voilà, moi ce que je veux faire, c'est vous encourager. Évidemment, c'est très très difficile, hein, même de recevoir une liberté, c'est très difficile. Imaginez-vous un oiseau à qui on ouvre la porte de la cage, eh bien, il va peut-être hésiter avant de voler, ou il va réfléchir. Donc, ça paraît un petit peu inabordable, mais c'est pas du tout vrai. C'est une affaire d'organisation entre nous et d'acceptation de cette organisation. Mais la chose primordiale, évidemment, c'est de mettre en évidence la complémentarité de chacun et d'enlever toute cette idée qu'il y a des gens qui sont supérieurs à d'autres. Et aussi certaines qui ont la maladie de, comment on appelle ça, de l'infirmière, tu vois, avec les pervers narcissiques. Certains doivent se dire qu'ils ne sont pas venus pour être esclaves de quelqu'un d'autre sur cette planète et qu'ils ont aussi droit à leur respiration personnelle. Et, euh, et ça, c'est très difficile à faire parce qu'en oligarchie comme nous sommes aujourd'hui, nous avons une impression de liberté. Mais quel est le taux de liberté que nous avons réellement aujourd'hui? Donc, à partir du moment où on pense démocratie, on pense à quelqu'un de libre qui applique ses droits politiques, qui s'occupe des communs et qui garde ses idéologies pour lui. Tout ce qui est religion et croyance, ça appartient à chacun personnellement. Et là, on peut les discuter dans des petits comités, mais ça n'a rien à faire dans la politique et l'organisation des communs. Donc, il faut bien se mettre dans l'esprit que si on installe un système de contrôle en démocratie, c'est pour contrôler les mandataires et c'est pour contrôler leur travail, et ce n'est pas pour contrôler leur vie privée, comme ils essayent de faire aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, l'oligarchie, elle veut vraiment contrôler notre vie privée, notre manière de penser, notre manière de manger. Eh bien, en démocratie, on n'a pas le droit de faire ça. On a le droit de contrôler les finances, les mandats, ce qu'on a utilisé comme finances. Si on a bien transporté les informations dans une autre cité sans les dévoyer, tout ça, c'est des contrôles pour l'organisation des communs. Voilà, et j'espère qu'en France, vous y parviendrez quand même un jour. Là, en France comme ailleurs, on peut faire une digression rapide. En France comme en Europe, on n'en prend pas le chemin. On prend effectivement le chemin d'être envahi dans nos pensées par une autorité d'État public, donc qui devrait nous laisser la liberté d'être ce qu'on a envie d'être et qui en fait nous impose nos pensées, jusqu'à nos pensées. Et va bientôt, c'est prévu, nous punir sur nos opinions si elles ne sont pas conformes à ce qu'elles prodiguent comme opinion. Donc voilà, donc on n'en est pas tout à fait, non seulement on n'y est pas tout à fait comme on a cru l'être dans les années 60, 70, 80, même jusqu'en 80. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que depuis une quarantaine d'années, on est en train de perdre tout un tas de valeurs de liberté, hein, tout simplement.
et on est en train de les perdre, toutes ces valeurs, au profit d'un système compliqué dans lequel on est tenu de croire, dans lequel des gens comme Monsieur Schwab et d'autres nous disent qu'on n'aura rien et qu'on sera heureux. Voilà. Et je pense, moi, que toutes ces choses-là ne sont possibles que si on est maintenu dans la peur. Alors, effectivement, même dans la Grèce antique, j'imagine que certains esclaves ou peuples mis en esclavage devaient penser qu'il était de l'ordre de la justice divine que eux soient esclaves et que d'autres soient leurs maîtres. Non. Sauf si tu me dis le contraire, évidemment, et c'est là que c'est intéressant, c'est est-ce qu'il y a une préscience, en quelque sorte, une sorte de conscience, tout simplement, que je suis fait pour être esclave ou je suis fait pour être un maître. Qu'est-ce qu'il en est, à ton avis? On le sait, Philippe, que l'esclavagisme, donc on a deux périodes, pendant la période de démocratie, donc de moins 462 jusqu'à moins 322 à Athènes, on a donc les deux comparaisons. On a la ville de Sparte qui est l'oligarchie et on a la ville d'Athènes qui est la démocratie. La ville d'Athènes, pour la plupart des batailles qu'elle a eues, la ville d'Athènes, c'était contre les invasions perses. Tandis que les Spartiates, les esclaves, eh bien, ils se révoltaient souvent. Et même, ils ont demandé l'aide des armées athéniennes pour aller maintenir les esclaves, qui étaient donc les Ilotes, les Messiniens. Et donc, on sait très bien que dans le système spartiate, la révolte des esclaves était quasi quotidienne. Donc, ils étaient mis sous esclavage, mais ils ne pouvaient pas se dire, ah oui, je suis venu sur cette planète, eh bien, c'est mon karma d'être son esclave. Eh bien, non, puisqu'ils cherchaient quand même à se révolter beaucoup. Et ils se révoltaient beaucoup. Et c'était ça la liberté qu'Athènes offrait, excuse-moi, Philippe. Donc, tous ces Spartiates qui étaient mis sous esclavage à 300 kilomètres d'Athènes, parce qu'on parle vraiment pas de beaucoup de kilomètres de différence, eh bien, tous ces gens-là faisaient des échappatoires tout le temps pour aller à Athènes et vivre une liberté et surtout apprendre la connaissance et tout ça. Puisque finalement, les esclaves, ils n'avaient pas la connaissance, ils n'avaient que l'agriculture, ils devaient cueillir et travailler pour les riches. Et puis voilà. Donc, à un moment donné, même l'humain se réveille et se dit, mais moi, je ne suis pas venu pour ça, sur cette planète. Et donc, à partir du moment où il se révolte, on a des preuves qu'il n'est pas venu, que ce n'est pas son karma. D'ailleurs, le mot karma, chez les philosophes anciens grecs, comme Hermès le Trimégiste, Plutarque et tout ça, ça n'existe pas. Le mot karma, c'est notre soi supérieur qui décide lui-même des expériences que nous allons faire sur la planète. Alors là, ça nous emmène un tout petit peu plus loin. Est-ce que tu veux développer sur la notion de soi supérieur ou est-ce on traitera le sujet plus tard? Je crois qu'on va garder le sujet pour plus tard parce que le temps qui nous est parti touche à sa fin tout simplement. Alors il est quand même notre devoir que d'insuffler un petit peu d'énergie à nos auditeurs pour les 2 jours qui arrivent. Bah oui, forcément, c'est le week-end, donc on va profiter du peu de liberté qui nous reste, mais on va en profiter, ça c'est sûr et certain. Merci Yota de nous avoir fait l'honneur ce soir. Merci Jean-Pierre, merci Philippe, merci à vous également. On vous souhaite une excellente soirée, un excellent week-end. Au revoir.